Bonjour à tous, bienvenue sur Radio GM. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Amadou. Salut Amadou. Salut. Première question, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Merci, ça va super. Merci d'être venu Amadou. Aujourd'hui, tu viens nous parler un petit peu de ta vie, ton parcours, parce que tu as un parcours assez incroyable. Et tu le racontes d'ailleurs dans ce livre, Moi, Amadou Diallo, vendu comme esclave en Libye en 2017. Tu viens aussi nous le présenter. On va revenir aussi sur tout ce que tu as fait, d'autres projets. Je crois qu'il y a d'autres projets aussi à côté autour de toi et de ta vie. Oui. Donc dans ce livre que je vous invite d'ailleurs à lire, tu racontes tout depuis le début, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux raconter déjà ton enfance et où tu as grandi, etc. Te présenter rapidement. Merci beaucoup Jérémy de m'avoir invité dans ton radio. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter mon histoire de l'enfance et pourquoi je suis parti chez moi et jusqu'à l'arrivée de la France. Et après aussi, j'aimerais bien aussi raconter aussi des histoires aussi des enfants aussi qui partent de l'Afrique aussi, qui arrivent ici en Europe pour chercher une éducation, comme beaucoup des enfants. C'est ce que tu dis d'ailleurs à la fin de ton livre, tu envoies aussi un message aux autres enfants et au monde entier en général sur les conditions des enfants en Afrique et qui viennent ici. Donc tu es né du coup en Guinée. Tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, etc., où tu as grandi et où tu es né, etc. Je suis Amadou Diallo, je suis né à Mamou dans un petit village qui s'appelle Sumbalako, qui se trouve en Moyen-Guinée. Je suis grandi avec ma belle-mère et mon père jusqu'en 2014, puisque ma mère elle est morte lorsqu'elle m'a couché en 2003. Et c'est mon père qui a marié avec une dame qui s'appelle Dienaba, pour essayer de me sauver un peu ma vie lorsque j'étais petit, pour essayer de lui aider pour me nourrir, tout ça. Et après, je suis grandi avec elle jusqu'à 2014. Mon père il est décédé. Après, ma belle-mère elle a décidé que j'arrête les études pour l'aider à travailler dans les champs de piment. Et moi, à ce moment, mon rêve, c'était d'aller à l'école pour chercher une éducation comme tous les enfants du monde. Car pour moi, l'éducation est la clé du monde. Si tu n'as pas une éducation, c'est comme tu vis dans une grotte, tu ne vois pas à l'extérieur. C'est ce que tu dis d'ailleurs au début, au tout début de ton livre. Tu dis, c'est ainsi que j'ai appris que certains de nos grands-parents qui étaient venus aider la France à combattre les Allemands et les Italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, tu dis, cela m'a beaucoup donné le courage et l'envie d'aller à l'école pour connaître l'histoire de mes grands-parents. C'est ça vraiment qui t'a donné de l'envie et le déclic entre guillemets? Oui, exactement, c'est ça qui m'a donné beaucoup d'envie, puisque à l'école, ils nous enseignaient beaucoup des histoires et zéro. Ils nous enseignaient aussi un peu des mathématiques et des français. Mais moi, franchement, c'est là qui m'a poussé beaucoup d'aller à l'école. C'est surtout d'apprendre l'histoire de mes grands-parents, comment ils ont été capturés par l'Occident et beaucoup de personnes, pour venir ici en Europe pour aider surtout la France à combattre les Allemands et les Italiens. Et j'ai toujours voulu savoir plus, et j'ai toujours aussi voulu creuser des plus pour savoir pourquoi il y a des personnes qui arrivent dans un continent pour prendre des gens sans permission ni rien et violer certains de nos grands-mères et de nos sœurs et prendre nos grands-parents. C'est celle-là qui m'a beaucoup poussé et qui m'a beaucoup traumatisé aussi lorsque le prof il nous racontait ces histoires. Après, j'ai décidé, j'ai dit, j'irai dans un pays dont j'aurai la liberté d'aller à l'école comme tous les enfants du monde. Tu dis aussi un peu après que tu avais pas mal de questions, tu te posais beaucoup de questions et que tu n'avais pas forcément les réponses. C'est peut-être ça aussi, du coup, la curiosité d'en apprendre un peu plus et d'en savoir plus. Exactement, oui, j'ai posé beaucoup de questions puisqu'en Afrique, on a une culture que je trouve vraiment magnifique. Quand la lune s'élève, tous les grands-parents du village se réunissaient sous les manguiers et chacun envoyait un truc à manger. Comme ici en Europe, on fait apéro, chacun envoie quelque chose à manger et tout le monde partage. Et nous là-bas, c'est les aînés qui nous racontaient les histoires du village, des histoires de nos arrière-grands-parents. Car en Afrique, on aime bien transmettre l'histoire. C'est pour cela qu'on dit quand un aîné en Afrique meurt, c'est comme une bibliothèque qui est brûlée. Je suis parfaitement d'accord.
puisque mes grands-parents, ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont appris l'histoire de l'Afrique, ils m'ont appris d'aimer l'Afrique, ils m'ont appris représenter l'Afrique. Et j'ai posé beaucoup de questions qui sont pourquoi les Européens allaient en Afrique pour prendre nos grands-parents sans permission, sans leur demander ni rien. J'ai posé aussi beaucoup de questions aussi. Est-ce que mes grands-parents voulaient venir en Europe pour aider ou ils sont obligés? Mais il y a beaucoup de personnes qui me disaient tu poses beaucoup de questions, toutes tes questions, on n'a pas ces réponses. C'est cette raison aussi qui m'a poussé beaucoup. J'ai dit alors j'aimerais bien lire ou demander des gens qui sont assez cultivés pour essayer de me répondre à ces questions. Et aujourd'hui, je suis arrivé ici en Europe et j'ai lu beaucoup de livres, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai commencé du coup maintenant à apprendre et à connaître du coup ces réponses. Du coup, on va revenir aussi un petit peu sur du coup ton enfance, puisque du coup, tu nous l'as dit que tu avais vraiment cette envie du coup d'aller à l'école pour justement avoir des réponses à tes questions, comprendre aussi l'histoire, etc. Et donc, dans ton village, il n'y avait pas d'école. Tu le dis dans ton livre, la seule école la plus proche était à 15 km. Donc, j'imagine que c'était assez compliqué. Je crois qu'au début, tu y allais quand même avec ton oncle, il me semble. J'allais avec mon père. C'est vrai que dans mon village, nous étions 6 enfants scolarisés. Nous marchions plus de 15 km pour aller à l'école. Mais cela ne nous a jamais découragés. Nous étions des enfants ambitieux. Nous étions des enfants qui veulent apprendre, qui veulent aller loin, qui veulent un avenir comme beaucoup des enfants aujourd'hui en Europe. Mais c'était vraiment très compliqué puisque nous en Afrique là-bas, les routes ne sont pas tellement accessibles pour tout le monde. Et c'est nos 6 parents qui tournaient. Il y a un qui nous accompagne aujourd'hui, l'autre qui nous accompagne demain, puisque là-bas aussi, c'est bien aussi toujours de rappeler que l'Afrique, ce n'est pas si facile. Il faut, quand tu as une famille, tu as toujours envie que ta famille progresse, mais tu n'as pas beaucoup de moyens. Il faut que tu travailles, il faut beaucoup travailler. Et quand tu travailles, quand tu gagnes un peu, c'est là que tu vas dépenser pour ta famille. Et c'est là aussi que tu vas garder un peu pour ta d'autres aussi familles aussi, puisque c'est bien aussi de dire aussi l'Afrique aussi, il y a une famille aussi qui est tellement élargie aussi. Il y a des cousins, il y a des tantes, il y a tout ça. Et quand tu commences à avoir des familles comme ça, c'est vraiment très très difficile. Et alors, moi, j'ai marché 15 km et j'allais à l'école, mais j'étais vraiment très, très, très content d'aller à l'école, marcher ces 15 km pour aller à l'école, l'objectif d'avoir une éducation. Mais comme mon père, il est mort en 2014, ma belle-mère a décidé que j'arrête d'aller à l'école. Et moi, pour justement l'aider. Oui, exactement, pour l'aider au champ. Mais il y a quelque chose quand même qui me perturbait beaucoup, puisque ma belle-mère, elle avait des enfants. Mais continuer à aller à l'école, c'est moi celle qu'elle a décidé que j'arrête d'aller à l'école. Moi, j'ai compris des choses. J'ai compris peut-être comme je suis l'aîné, peut-être elles veulent que moi je l'aide de travailler et laisser l'opportunité de mes 2 frères aller à l'école. Ou bien seulement comme je ne suis pas son fils biologique, c'est pour cette raison qu'elle a décidé qu'ils arrêtent à l'école. Aujourd'hui, je pose toujours ces questions, je n'ai toujours pas ces réponses. Tu n'as toujours pas la réponse. Oui. Donc du coup, donc c'était assez compliqué d'aller à l'école et en plus après, tu as été obligé du coup de travailler. Comment t'en es arrivé à vouloir partir du coup de Guinée pour trouver une école, etc. Alors, c'est lorsque mon oncle est revenu de Libérie en 2016. Il est arrivé dans mon village, il a vu tous les enfants, mes amis aller à l'école. Il a demandé pourquoi moi je ne vais pas à l'école. Je lui ai dit, ma belle-mère elle a décidé que j'arrête d'aller à l'école. Et après, mon professeur principal aussi, il a su aussi mon oncle paternel, il est revenu du Libéria. Il a appelé, il a dit, moi j'aimerais bien, si tu as des possibilités d'aider Amadou d'aller à l'école, je pense qu'il faut le faire, puisque c'est quelqu'un qui est très intéressant, il est toujours intéressé par l'histoire, il faut lui aider, il a beaucoup de questions, il me pose beaucoup de questions. Il croyait en toi et... Exactement.
Et après, du coup, mon oncle a décidé, il a dit, ben, alors, moi, je vais t'amener dans un pays dont tu pourras aller à l'école. Donc à cette époque-là, tu sais pas où tu pars, mais du coup tu pars avec lui. Exactement, du coup, je ne savais pas dans quel pays nous irons. Et j'ai jamais rêvé d'aller en Europe. Et moi, je ne savais même pas qu'on venait en Europe. Donc t'es parti, t'es emmené avec lui, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, à quel moment t'es parti. À cette époque-là, t'avais quel âge À cette époque-là, j'avais 12 ans lorsque je suis parti avec mon oncle. Il m'a proposé de partir avec lui. Et j'étais vraiment furieux, j'étais vraiment très, très, très content de pouvoir aller dans un pays dont je pourrais aller à l'école. Et je n'ai même pas réfléchi deux fois. Il m'a proposé, j'ai dit, j'accepte. Et je crois que t'en as parlé à personne, vous êtes parti comme ça, tôt le matin. Exactement, on est parti vers 6 heures du matin. C'est mon oncle qui m'a dit il ne faut surtout pas que tu parles à tes amis ou à ta belle-mère, parce que si ta belle-mère sait que je vais t'amener dans un pays dont tu pourras aller à l'école, peut-être elle va refuser pour dire que depuis que tu es bébé, c'est elle qui a s'occupé de toi. Je n'ai pas le droit de venir comme ça, de te arracher dans ses mains. C'est pour ça que je n'ai jamais dit à mes amis ainsi à ma belle-mère que je pars. Je suis parti comme ça sans dire au revoir. D'accord. Donc t'es parti sans rien dire comme ça. Donc je crois que le premier pays où tu vas, c'est le Mali, c'est ça ? Exactement. Raconte-nous un petit peu et combien de temps ça a duré le voyage, etc., ce qui s'est passé là-bas. Et Mali, on est arrivé à Mali, on a Mali et la Guinée, on a fait plus de 3 jours pour arriver au Mali. On est arrivé... Juste comment du coup vous êtes partis ? Vous êtes partis comme ça, tous les deux seuls, ou c'était assez organisé ? Il y avait... C'était pas, on nous étions pas tellement organisés avec d'autres personnes qu'on partait. Moi, seulement que mon oncle, il m'a dit on va aller dans un pays dont il pourrait aller à l'école. Moi, je savais pas dans quel pays nous irions. Moi, seulement que j'ai pensé que peut-être nous retournerons au Libéria, là où se trouvait ma belle, et là où travaille mon oncle. Et après, on a voyagé plus de 3 jours. On est arrivé dans un énorme gare que tout le monde parlait bambara, dont je ne parlais pas du tout. Et on est arrivé, après il y a un copain de mon oncle qui est venu le chercher à la gare, qui nous a mis dans un foyer, dont trouvait beaucoup de différentes nationalités en Afrique, il trouvait des Ivoiriens, des Maliens, et des Sénégalais, un peu partout. D'accord. C'était la première fois que tu sortais de ton village, etc., que tu voyais d'autres choses Exactement, c'était ma première fois que j'ai sorti de la Guinée, que j'ai sorti aussi de mon village aussi pour voir différentes cultures comme ça. Ensuite, tu es passé par le Burkina Faso, par le Niger et tu arrives en Libye. Exactement. Et là, comme le titre de ton livre l'indique, tu as été vendu comme esclave en Libye en 2017 du coup, donc tu avais à cette époque-là 15... À cette époque-là, j'avais 14 ans. 14 ans. Oui. En fait, on est parti au Mali, après on est passé par Burkina. C'est là que j'ai dit aussi dans mon livre aussi, c'est ainsi que mon aventure a commencé. Puisqu'on est arrivé au Burkina Faso à la gare de Ouagadougou, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Nous avions plus d'argent, nous avions très très fatigués, nous connaissions personne au Burkina. On a dormi plus de 3 semaines à la gare, il pleuvait énormément. On dormait sous un car qui était en panne. Et après, mon oncle, comme il exerçait un métier de couture, il a trouvé quelqu'un qui l'a embauché et il a travaillé pour lui pendant 6 mois. On a trouvé l'argent pour nous payer les transports jusqu'au Niger, dans une ville qui s'appelle Agadez, c'est la plaque tournante des immigrations. D'accord. De l'Afrique. Et après, du coup, vous êtes allé en Libye. Donc là, vous voyagez avec d'autres personnes, vous avez rencontré d'autres personnes sur la route, ou vous étiez toujours tous les deux, tout seuls Et c'est au Burkina qu'on a rencontré Armé Maïga, un copain plus qu'un frère, qu'on s'est très bien s'entendu, qu'on s'est aidé tout, qu'on se donnait tous les moyens pour qu'on s'entende bien. Et on a voyagé ensemble, on est arrivé à Libye ensemble. Et c'est ainsi que je suis vendu comme esclave, qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup traumatisé. Et qu'à XXIe siècle, que je retrouve vendu comme esclave. Et pour moi, à XXIe siècle, on est une génération qui dit il n'y a rien qui est impossible, tout est possible, il faut avancer, il faut regarder devant.
que je retrouve vendus comme des marchandises en Libye. Cela m'a beaucoup traumatisé et aussi m'a beaucoup aussi donné aussi d'envie aussi de partager mon histoire. Non parce qu'il est unique, c'est une histoire qui vit plus de 66 millions de filles et de garçons qui sont mineurs, qui partent d'essayer, qui veulent chercher une vie meilleure, qui veulent chercher l'éducation comme tout le monde, et qu'on se retrouve dans ce genre de situation. C'est cela qui m'a beaucoup poussé de partager mon histoire et de dire les gens, oui, j'ai pas honte de dire que je suis vendu comme un esclave en Libye, comme mes arrière-grands-parents. Déjà, je suis retrouvé vendu comme esclave parce que je suis parti chez moi, je voulais des réponses, certaines questions que j'ai posées, pourquoi mes grands-parents ils partaient, est-ce qu'ils voulaient partir, et moi je me retrouve vendu comme esclave. Je pense que cela aussi m'a permis aussi d'avoir beaucoup de courage aussi, de regarder devant et de continuer. Justement, tu dis, pardon. À un moment, tu dis, j'étais totalement découragé. Des fois, tu dis, je garde quand même espoir. Dans ton livre, on a un petit peu avancé, on a sauté pas mal de choses, mais tu racontes un petit peu les violences qu'il y a eu, etc., ce que tu as subi. Comment tu as fait justement pour garder espoir et te dire, je vais y arriver, je vais m'en sortir, etc., même si des fois, dans ce que tu dis, c'est très dur ce que tu dis et ce que tu as vécu. Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés en Libye et je suis beaucoup tombé dans des choses très compliquées. J'étais emprisonné quand j'avais 14 ans, j'étais torturé, ils nous branchaient des courants, ils nous donnaient des fois une seule fois à manger par jour, des fois c'est 2 jours par jour, ils nous donnaient à manger. Mais j'étais vraiment découragé au début. Parce que je me suis dit, si mon oncle peut-être il m'a menti, il m'a envoyé pas dans un pays dont il pourrait aller à l'école, et si c'est comme ça, du coup, je préfère retourner dans mon village, de retravailler avec ma belle-mère, plutôt de continuer mon chemin et de souffrir comme ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Tonton Papa, c'est l'oncle d'Armé Maïga. Et Armé Maïga, c'est un ami plus qu'un frère qu'on s'est croisé au Burkina Faso, qu'on a voyagé de Burkina jusqu'à Libye, qui m'a beaucoup aussi encouragé. Il m'a dit, si tu es parti de la Guinée jusqu'ici à Libye, tu as subi beaucoup de viols et beaucoup de souffrances, mais je pense qu'il te reste que là, traverser la mer Méditerranée de région de l'Europe. J'en suis sûr, quand tu arriveras en Europe, tu trouveras une vie meilleure, tu pourras aller à l'école, tu pourras vraiment réaliser ton rêve. Il t'a vraiment redonné le courage et l'envie de terminer cette aventure et d'aller au bout des choses. Exactement, c'est ça aussi qui m'a beaucoup donné du courage. Je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'ai pris le courage avec mes 2 mains, j'ai affronté les difficultés. Et voilà, aujourd'hui, je suis en Europe et je continue à réaliser mes rêves. Oui, parce qu'à un moment, tu dis il n'était plus question d'aller à l'école, juste de savoir comment nous allions sortir de cette souffrance. Donc là, vraiment, tu te dis que c'est la fin. Oui, et justement, tu rencontres ton papa qui te redonne ce courage-là et cette envie d'aller au bout des choses. Exactement, je me suis dit ça. Maintenant, c'était plus question de retourner à l'école, c'est plutôt question de sauver nos vies. Parce que quand tu es emprisonné dans une prison, chaque jour, tu vois des gens torturés. Tu vois chaque jour un corps sort devant toi, quelqu'un qui est mort. Franchement, je pense que ça te décourage de plus en plus. Mais revoir aussi Tonton Maïga, ça m'a beaucoup donné du courage et de continuer. Et donc après, donc tu as été vendu comme esclave et donc tu décides ensuite de fuir puisque tu as été vendu chez un agriculteur, il me semble. Exactement. Et donc tu décides de fuir vers Seba. Exactement. En fait, ces messieurs nous a venu nous acheter à la prison à Zabrata. Et il nous a menottés, il nous a mis dans un pick-up, il nous a recouvert avec un bas pour qu'on ne voit pas quelle direction nous prenons. Il nous a débarqué dans un champ de basket. On a travaillé plus de 3 semaines. Mais après, on s'est vu que chaque jour, ça devient de plus en plus compliqué. Après, avec mon oncle, on a décidé de fuir. On a décidé de grimper le mur, de fuir. Mais nous ne savions pas c'est quelle ville qui était à côté.
On s'est dit, dès qu'on sort, on prend à l'ouest. En espérant on va arriver plus rapidement dans une grande ville, que nous pourrions rencontrer des Noirs qui pourront nous aider. Après, on a tombé à Saba. C'est ainsi qu'on a rencontré du coup tonton papa qui nous a beaucoup aidé aussi, et c'est lui aussi qui m'a beaucoup donné du courage aussi de traverser. Et donc vous avez traversé, il me semble, en bateau, c'est ça? Oui, exactement. Avec des pirogues, on a traversé la mer Méditerranée entre Libye et Italie. On a traversé avec des pirogues. Nous étions 145 personnes dans des pirogues. Et là, tu arrives du coup en Sicile. Et il me semble que c'est la Croix-Rouge italienne qui vous a trouvé là-bas. Exactement. Qui vous a accueilli. En fait, c'est la Croix-Rouge italienne qui nous a sauvés à la zone internationale. Et moi, j'étais vraiment très très malade. J'ai reçu beaucoup de coups de fusil sur mon dos. J'étais blessé. Je n'arrivais pas à marcher. Et ils nous ont mis dans un bateau de Croix-Rouge. Après, il y avait beaucoup d'infirmiers et des médecins qui ont s'occupé de moi. Lorsqu'on est arrivé à Sicile, ils m'ont directement transféré dans un hôpital. C'est ainsi que j'ai jamais revu Armé Maïga et j'ai jamais eu de nouvelles de mon oncle jusqu'au présent. Et j'étais à l'hôpital pendant 2 mois. Après, ils m'ont envoyé dans un foyer de migration qui s'occupait des gens pour leur donner des nourritures, donner des vêtements, pour qu'ils se retrouvent le moral. C'est ainsi que j'ai resté plus de 6 mois. J'ai rencontré aussi Aliou. J'ai expliqué à Aliou mon histoire. J'ai dit que je vais aller à l'école. On a rencontré le responsable du foyer, qui s'appelle Cristiano. Je lui ai expliqué toute mon histoire. J'ai dit, moi, je suis traversé ces 6 pays en espérant d'aller à l'école. Est-ce que c'est possible qu'il m'aide d'aller à l'école? Il m'a dit, oui, c'est possible d'aller à l'école, mais il faut que j'apprenne italien. Sinon, ce n'est pas possible parce que c'est très compliqué en Italie si tu ne parles pas la langue. Après, il y avait des éducateurs qui m'ont beaucoup aidé aussi d'apprendre l'italien. J'ai appris rapidement l'italien. Puis je suis retourné le voir. J'ai dit, maintenant, je sais parler italien. Je parle très bien italien. Est-ce que c'est possible que j'aille à l'école? Après, il m'a dit, oui, tu sais, c'est compliqué ici avec l'immigration. Il y a beaucoup de racistes. Je pense que c'est très compliqué que tu ailles à l'école ici en Italie. Il faut que tu continues d'apprendre avec tes éducateurs. Il ne voulait pas pour l'instant te... Exactement. Après, Aliou, je lui ai expliqué, j'ai dit, moi, mon rêve, c'est d'aller à l'école. Et comme je ne sais pas quoi faire, après, il m'a proposé d'emmener dans un pays dont je pourrais aller à l'école. Et j'ai décidé de le suivre, de risquer aussi ma vie aussi une deuxième fois aussi, de le suivre, Aliou. Donc là, pareil, tu repars du coup avec Aliou sans rien dire à personne. Vous montez, il me semble, jusqu'à Milan. Exactement. En Italie. Et ensuite, tu arrives en France. Tu pars par le train. Dans le train, tu rencontres... j'abrège un petit peu, hein, mais dans le train, tu rencontres du coup deux personnes qui vont sur Paris, qui te donnent un contact sur Grenoble. Exactement. C'est ça? Oui, j'ai rencontré à lycée Emilien, c'est des amis, aujourd'hui qu'on se voit beaucoup, c'est l'un de mes meilleurs amis, qui ont sauvé ma vie, qui m'ont permis de réaliser mon grand rêve de retourner à l'école. On s'est croisés dans un train, ils m'ont vu, ils étaient très fatigués, et que j'étais étranger en France, ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé, et ils partaient à Paris, ils m'ont donné un contact à Grenoble avec quelqu'un qui s'appelle Thibaut, c'est lui qui m'a accueilli à la gare de Grenoble. Il m'a envoyé dans une association à la date qui héberge des mineurs isolés, non accompagnés à Grenoble, et qui m'a envoyé dans un foyer des mineurs dont à l'âge maximum, c'est à 15 ans. D'accord. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais du coup, tu es en Italie et il me semble que pour passer jusqu'en France, pour venir jusqu'en France, tu passes par la montagne et qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de neige, il faisait très froid, que tu t'évanouis un moment, enfin que tu tombes par terre et qu'une dame te retrouve. Exactement. C'est cette dame qui m'a sauvé ma vie comme les Croix-Rouges a fait dans la mer Méditerranée. En fait, avec Ali, on marchait, on arrivait à Clavière, c'est une station de ski. À Clavière, il y a beaucoup de personnes qui parlent français et italien. Ali, il pensait qu'on est arrivé en France. Il m'a dit, continue de marcher, moi je vais retourner, de nous acheter un thé. Comme moi, je suis l'habitude de le froid, je vais marcher plus vite pour te suivre.
Après, j'ai dit ok, j'ai continué à marcher et puis une demi-heure, il n'a jamais venu. J'ai continué vers les montagnes et j'étais vraiment très 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 froid et j'avais le vertige, j'ai tombé. Il y avait une dame avec ses deux enfants qui faisaient des skis et qui m'ont vu tomber. Elle est venue, elle m'a sauvé. Elle m'a demandé je vais où. J'ai dit je vais aller en France. J'ai marché avec quelqu'un qui s'appelle Aliou. Il est retourné acheter du thé. Il va venir tout de suite. Elle m'a dit là, la direction dont j'ai marché, c'était pas la direction de la France. J'ai parti vers les montagnes. Elle m'a dit Briançon, c'est par là. Mais je te conseille de ne pas marcher tout seul. Il faut attendre avec celui qui t'y marche. Et j'ai accepté. La dame, elle m'a dit, je préfère rester avec toi, voir si à lui, il va venir te chercher. Mais on a resté là-bas plus de 10 minutes. À lui, il n'est pas revenu. Et la dame, elle a décidé qu'on retourne ensemble à la parking, qu'elle m'amène en France. Et donc là, tu t'es séparé d'Aliou et je crois que tu l'as jamais d'ailleurs revu. Non, je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Après, la dame, elle m'a mis dans son coffre. On a traversé les deux frontières et on est arrivé à Briançon. Elle m'a amené chez elle. Elle m'a donné à manger, j'ai mangé et elle m'a encouragé aussi de continuer aussi mon parcours. Elle m'a amené jusqu'à Gap, c'était ici que j'ai rencontré Alice et Emilien. Et donc tu prends le train à Gap et tu descends du coup à Grenoble. Exactement. Et là tu rencontres du coup la date. Oui, j'ai rencontré la date, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup des amis aujourd'hui qui autour de moi, qui m'aiment et que j'aime beaucoup et qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, je suis au lycée horticole de Saint-Imier, je passe mon bac cette année et j'ai eu mon brevet avec mention et j'ai eu aussi tous les diplômes aussi des ZEN de mon âge français aussi qui l'ont. J'ai tous ces diplômes. Félicitations. Ah, merci. Bravo. Et aujourd'hui, après mon bac aussi, j'ai fait le tout possible aussi pour avoir mon bac avec aussi une mention aussi. Et j'aimerais bien aussi continuer mes études plus tard, puisque mon métier de rêve, c'est être pompier professionnel. Parce que, comme j'ai dit, depuis que je suis né, il n'y a que des personnes qui ont s'occupé de moi, qui m'ont aidé. Et moi aussi, j'aimerais bien le reste de ma vie essayer d'aider aussi des personnes qui ont besoin. Aujourd'hui aussi, j'ai beaucoup de projets aussi qui sont liés à l'éducation. Puisque aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est construire une école dans mon village natal. Puisque dans mon village natal, il n'y a même pas une école primaire. J'aimerais bien construire une école pour que les enfants qui sont nés dans ce village aient le droit d'aller à l'école. Pas que les enfants riches aient le droit d'aller à l'école. Pour moi, les enfants riches et les pauvres, tout le monde a le droit d'aller à l'école pour avoir une éducation comme les autres. Parce que tu te bats beaucoup justement pour l'égalité de tout le monde. Ouais, je me bats beaucoup pour ça. Parce que, en fait, je pense que c'est très important qu'on souligne cette sujet. Qu'aujourd'hui, qu'on voit beaucoup de l'immigration qui quitte l'Afrique, qui vient vers l'Europe. L'immigration plutôt zen, plutôt des mineurs qui quittent l'Afrique, qui arrivent en Europe. J'ai croisé beaucoup de personnes ici en Europe. Toutes les personnes dont j'ai croisé, 50% de leurs rêves, c'est d'aller à l'école. Parce qu'en Afrique, ils n'ont pas de possibilités d'aller à l'école. Et pour moi, comme j'ai eu la chance de venir en Europe, d'avoir un tout petit peu d'éducation, j'en suis sûr que si je retourne en Afrique, je pourrais aussi contribuer à des enfants qui viennent à l'école pour les donner du courage et la force d'aller à l'école. C'est pour cette raison que j'ai décidé de construire une école dans mon village. Et d'ailleurs, je ne m'arrêterai pas là. Et je continuerai mon combat jusqu'à tous les enfants du pauvre dans ce monde aient le droit à l'éducation, puisque c'est très important. Et je vais c'est un très très beau projet. Et je vais aussi souligner une chose aussi qui est très aussi important aussi. Il ne faut pas que nous, les populations, qu'on attend que les politiciens nous montrent, que nous disent que l'éducation est très importante. Ils savent déjà. Parce que leurs enfants aillent à l'école plus important, ils étudient leurs œuvres, ils étudient français, ils étudient l'histoire plus profonde. Je pense qu'ils savent déjà que l'éducation est très très importante. Il faut que nous continuions à se battre pour l'éducation. Je pense que les jours où que tout le monde sauront leurs droits, ils les réclameront.
Parce que moi, aujourd'hui, lorsque j'étais en Afrique, je ne connaissais pas beaucoup mes droits. Mais comme aujourd'hui, j'ai eu la chance d'arriver en Europe, d'aller dans les écoles. Aujourd'hui, je connais mes droits et je continue à les réclamer. C'est pour là aussi que j'aimerais bien aussi aider tous les enfants aussi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour réclamer leurs droits. Je pense que c'est très important. Et justement, tu le parles aussi dans ton livre des conditions aussi en Afrique. Tu parles notamment, par exemple, des téléphones, des tablettes, que les matières premières sont extraites du coup d'Afrique pour venir en Europe, etc., et dans le monde entier. Et que pour autant, l'Afrique reste quand même un pays pauvre, alors que justement, les autres pays s'enrichissent sur votre dos, entre guillemets. C'est ça aussi le message que tu passes dans ton livre et tu veux essayer aussi de faire changer, j'imagine. Exactement. En fait, moi, il y a une question qui me rend vraiment perplexe. C'est pas parce que je suis un enfant traumatisé par beaucoup de choses, mais je me pose beaucoup cette question. Pourquoi les continents ayant les plus grandes ressources de matières premières et les continents les plus pauvres au monde? C'est vrai. Quand même, c'est cette question, ça me fait beaucoup réfléchir. Moi, depuis que je suis arrivé en France, j'ai toujours dit que l'Afrique n'a jamais été pauvre. L'Afrique est l'approuvée. Parce que l'Afrique a tout pour s'en sortir. Mais il y a beaucoup de continents, il y a des continents que je n'aimerais pas citer qui ne veulent pas laisser l'Afrique tranquille pour s'en sortir. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de l'immigration qui quitte l'Afrique pour venir en Europe, pour venir en Amérique, pour chercher une vie meilleure. Parce que l'Afrique, il y en a tout. On a l'or, on a le diamant, on a le bauxite, on a l'aluminium, on a du fer, on a tout là-bas. Mais on ne peut pas rester travailler chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de la guerre, il y a la souffrance. Je pense qu'il est temps, nous les jeunes Africains, qu'on essaie de changer ça, qu'on ouvre nos yeux, qu'on regarde le monde grand. Il est temps. C'est pour cette raison aussi que j'ai décidé de passer dans les écoles en France, dans les collèges, dans les lycées, pour raconter la situation là-bas. Pour rencontrer la situation d'Afrique, pour rencontrer l'histoire de nous, les mineurs isolés qui arrivent en France, et que tout le monde nous traite mal et tout le monde nous regarde autrement. C'est pour ça aussi, j'imagine, que tu as écrit ce livre, pour que aussi tout le monde, la plus grande partie, puisse connaître ton histoire. Oui. C'est pour partager mon histoire. C'est ça que je dis. C'est pas parce qu'il est unique, c'est une histoire qui vit beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler. Et moi, j'ai pas eu cette peur. J'ai décidé de parler. J'ai décidé de m'ouvrir au monde, de parler à tout le monde, de rencontrer ce qu'on vit en Afrique. D'avoir ce courage-là. Et tu parles aussi, on le ressent dans le livre, là tu l'as dit aussi, ton rêve d'aller à l'école. Et il y a une chose qui m'a assez marqué à la fin de ton livre, quand tu es en France et que tu arrives dans une classe, qu'il y a des personnes dans ta classe qui rigolent, etc. Et tu dis, eux, ils sont pas venus pour travailler, mais pour rigoler, etc. Toi, comment tu l'as vécu justement, que justement ton rêve c'est d'aller à l'école et que tu arrives ici, on ait tous la chance en France d'aller à l'école gratuite, etc., obligatoire. J'imagine que ça a dû te faire un choc. Ça m'a beaucoup choqué, mais cela aussi m'a donné beaucoup de courage aussi, puisque je suis arrivé dans une classe dont je ne parlais pas très bien français, comme aujourd'hui. J'avais beaucoup de difficultés. Je n'ai jamais eu des cours de mathématiques, x fois x égale à x au carré. Je n'ai jamais eu des cours de SVT, je n'ai jamais eu des cours de physique-chimie. Et tout ça, je n'ai jamais vu. Alors que mes camarades, ils ont eu ça depuis des années. Et quand j'ai parlé aussi, puisque je suis quelqu'un aussi qui est curieux, qui veut l'apprendre, qui pose beaucoup de questions, quand j'ai posé des questions à mes professeurs avec mon accent, et tout le monde rigolait. Et moi, quand les gens rigolaient, ça m'a donné beaucoup de courage et de motivation de reposer des questions. Puisque je me suis dit, si les gens ils sont là, s'il était là pour apprendre, quelqu'un qui veut l'apprendre comme eux, il n'allait pas le rigoler. C'est qu'il y a des gens qui réalisent pas la sens qu'ils ont. Si réaliser qu'il y a des gens qui marchaient plus de 15 km pour aller à l'école, je pense que ça les changerait un peu, ça les donnerait aussi du courage aussi d'apprendre de plus.
Parce que tous ces ans, ils prennent le bus, ils prennent le tram. Et pour aller à l'école à Requier, il y a des ans, ils marchaient plus de 15 km pour aller à l'école. Il n'y avait pas de bus là-bas, il n'y avait pas de tram. Et moi, ça m'a pas du tout découragé. Plutôt, ça m'a encouragé. La motivation, justement, Oui. c'est bien. Et moi, le premier, d'ailleurs, quand j'ai lu ton livre et que j'ai lu ton histoire, etc., et tout ce que tu avais traversé, ça quand même, ça fait relativiser sur la situation que nous, on a en France et la chance qu'on a aussi par rapport à d'autres pays et à la situation que tu as eue, toi, en étant petit, etc., et l'envie, justement, de se battre pour avoir accès à l'éducation. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et aussi, j'aimerais bien aussi ajouter une chose aussi, parce que nous, en Europe, on a beaucoup la chance d'avoir accès à l'éducation, que tout le monde aille à l'école. Je pense aussi qu'il est grand temps que nous, les générations, qui disent qu'il n'y a rien qui est possible, on vit dans une ère moderne, tout est possible. Je suis parfaitement d'accord. Parce qu'ici, aujourd'hui, on voit qu'on est capable de fabriquer un robot qui aille jusqu'à la planète de Mars, filmer et revenir sur la Terre. Pour moi, rien n'est impossible, tout est possible. Je pense qu'il est temps aussi qu'on dise aussi, tout est possible aussi de construire aussi des écoles dans les pays pauvres, pour que les enfants pauvres aillent à l'école. Il est temps aussi d'aller aussi aider les gens qui ont besoin. De ne pas, comme toi, tu as une éducation, de rester chez toi, s'enfermer. C'est pour ça que je te remercie d'avoir écrit le livre et que j'invite du coup le plus grand nombre de personnes à le lire pour justement prendre conscience de ça et de la chance qu'on a et de la situation qu'il y a ailleurs pour justement essayer de faire bouger les choses. Et toi d'ailleurs, je crois, avec ton association aussi, les Amis d'Amadou, vous œuvrez pour ça justement, pour la diffusion de ce livre et aussi pour faire connaître l'histoire au plus grand nombre de personnes. Exactement, et aussi financer aussi mon école aussi, que je vais construire aussi dans mon pays d'origine, qui est mon cœur aussi, se trouve dans ce pays aussi. J'aimerais bien construire beaucoup d'écoles dans ce monde, mais aujourd'hui, mon cœur, il est en Guinée. J'ai envie vraiment de construire une école dans mon village. Est-ce que du coup, tu n'y es jamais retourné depuis que tu es venu en France ? Depuis que je suis venu en France, je ne suis jamais retourné. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ma famille là-bas. Ils ne savent pas si je suis en vie ou si je suis mort. Et ils ne savent pas du tout mes nouvelles. Moi aussi, je ne sais pas leurs nouvelles. Mais peut-être cet été, j'aimerais bien retourner dans mon pays d'origine, de le faire savoir que je suis en vie, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis européen, je suis français, que je suis très fier, que maintenant je suis axé à l'éducation et que je ne l'ai pas oublié. Je pense beaucoup à eux, que mon plus grand rêve, c'est partager mon histoire dans tout le monde et aussi dans tous aussi les Africains qui sont nés ici en Europe, qui avec toutes les personnes aussi européennes aussi qui veulent aider l'Afrique pour que l'Afrique se développe, pour qu'on ait accès à l'éducation, qu'on se retourne tous ensemble pour aider ces continents. Parce que moi aujourd'hui, surtout aussi les pays que nous appelons les pays les plus puissants, je pense il est temps aussi qu'ils participent. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, je pose beaucoup de questions aussi. Je dis pourquoi les pays que nous appelons si puissants sont-ils puissants de faire la guerre et sont impuissants de faire la paix? Pourquoi les pays que nous appelons si puissants sont-ils puissants de construire des chars d'assaut dans les pays pauvres au lieu de construire des écoles? Pourquoi les pays si puissants sont-ils puissants de donner des armes à des enfants au lieu de donner des livres et des stylos d'aller à l'école? C'est très beau ce que tu dis. Mais je pense que nous, aujourd'hui, notre génération, du XXIe siècle, il est temps. On ne vit plus comme au XVe siècle. On ne vit plus à l'époque, à Moyen-Âge. Aujourd'hui, on vit dans un monde réaliste. On vit dans un monde on est axé à tout. Moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Européens, ils sont complexes. Pour moi, fermer les yeux devant les drames, c'est être complexe. Parce qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables, on a des ordinateurs, on a des tablettes. On sait tout. On ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. On ne peut pas rester chez soi, dire que moi, je ne sais pas.
Si, tu sais, parce que tu vois beaucoup de choses qui sont divisées sur l'Internet, tout. Pour moi, aujourd'hui, il faut que nous les jeunes, qu'on soit unis, blancs, noirs, arabes, qu'on soit tous unis ensemble, qu'on ne laisse pas les politiciens nous diviser, qu'on soit unis, qu'on s'aide entre nous, qu'on regarde le monde autrement. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est vraiment très important aussi de souligner, on voit aujourd'hui beaucoup des immigrations politiques et des immigrations économiques qui viennent en Europe. En 2050, il nous a appris ça à l'école. Je pense aussi beaucoup de personnes aussi savent ça aussi. Il y aura aussi beaucoup aussi de réfugiés climatiques aussi qui vont venir vers l'Europe. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a beaucoup d'immigrations qui viennent en Europe. Il faut les stopper, il faut qu'ils arrêtent de venir. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'il faut stopper les immigrations. Mais il ne faut pas stopper l'immigration dans un seul sens. S'il faut stopper l'immigration, il faut les stopper dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'immigration des pauvres qui viennent vers les pays développés, mais on ne voit pas l'immigration des grandes entreprises qui aillent dans les pays pauvres. Je pense aussi qu'il faut souligner ça. Je pense que c'est vraiment très, très, très important de souligner ça, que nous les aides, qu'on arrive à réfléchir à ces questions, puisque dans 30 ans, c'est nous qui vont être routières, c'est nous qui vont avoir avoir des enfants, c'est nous qui vont les éduquer, mais il faut savoir comment éduquer nos enfants. Il ne faut pas les éduquer pour dire qu'on est différents, on est tous pareils. On est tous pareils, mais je pense qu'il est temps que nous ouvrons les yeux. Effectivement, c'est très important, l'égalité. Merci beaucoup, Amadou. Et donc, si on veut lire ton livre et le retrouver, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, l'acheter ou... Et du coup, là, on a créé une association, le livre, on va le mettre bientôt dans l'association. Pour le moment, si quelqu'un veut acheter mon livre, il faut venir me voir ou m'envoyer email. Et après, comme ça, je lui donnerai rendez-vous pour qu'il ait accès à le livre. En tout cas, c'est un très très beau livre que d'ailleurs, il n'a pas du tout été modifié, je crois, par les fautes d'orthographe. Du coup, on ressent vraiment tes émotions, ce que tu veux nous transmettre. Donc, je vous invite vraiment à lire pour comprendre la situation en Afrique et la situation de beaucoup de personnes. Parce que tu le dis aussi, t'es pas un cas unique. Il y a beaucoup de personnes aussi comme toi. Exactement. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas aussi la chance que tu as eu de rencontrer toutes ces personnes, etc. Exactement. Sentir. Merci beaucoup, Amadou, d'avoir été là. Je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être quelque chose, un petit mot. Non, merci beaucoup. Je crois que tu as tout dit. J'ai tout dit. Tu as dit pas mal de choses. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, tu repasses quand tu veux. Tu es le bienvenu. Je crois d'ailleurs aussi qu'il y a d'autres projets qui sont prévus, des courts-métrages, etc., pour raconter ta vie. Une BD aussi, tu m'avais dit, oui, pour les plus jeunes. Oui, le BD va bientôt sortir. Et là aussi, j'ai prévu aussi de faire beaucoup de conférences. Là, je vais aller dans les lycées. Il y a beaucoup de lycées qui m'ont envoyé des emails pour que j'aille dans ces lycées partager ma vie avec les jeunes. Parce que moi, j'aime bien travailler avec les jeunes générations, puisque pour moi, c'est nous les jeunes qui va changer les choses. Et justement, quand tu leur parles, comment ils réagissent, comment ils le prennent? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont étonnés? Ouais, quand je raconte mon histoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont vastement étonnés. Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah ouais, moi j'ai pensé autrement, mais ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on change. » Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne veulent pas changer aussi, puisqu'ils écoutent à beaucoup des personnes qui disent ouais, il faut stopper l'immigration. J'ai dit oui, il faut stopper, on arrive à changer. Parce que tout dernièrement, là, j'ai rencontré un jeune, ça faisait 6 mois qu'on se débattait. Parce que pour lui, il ne faut pas que les Africains viennent en Europe. Il faut que les Africains restent. Et aujourd'hui, on a discuté depuis 6 mois. Et c'est avant-hier que j'ai réussi à le convaincre qu'il a changé d'avis. À l'Europe, le problème, ce n'est pas un problème de l'immigration, c'est plutôt un problème de social. Il faut que tout le monde apprenne à vivre ensemble. Et aujourd'hui, il a changé des avis. Je pense qu'il m'a même proposé cet été que nous retournons ensemble en Guinée, mon pays d'origine, et qu'il est partant, s'il faut un ambassadeur pour construire mon école dans mon village, il sera l'ambassadeur. Et je suis vraiment très content de prendre ce temps, plus de 6 mois qu'on s'est débattu, et aujourd'hui que j'arrive à le convaincre et que oui, nous pouvons tous vivre ensemble.
Exactement. Merci Amadou et puis bravo. Et je crois que tu passes le baccalauréat là cette année. T'as pas encore les résultats? Et là, j'ai passé mon bac blanc et j'ai eu beaucoup de résultats, par exemple des mathématiques, des français et tout. Mais si ça continue dans ce sens, j'en suis sûr et certain que j'aurai mon bac. Bah, j'espère en tout cas. Et puis, il n'y a pas de souci. J'espère que tu l'auras. Merci beaucoup. Et puis, bah, n'hésitez pas, je vous rappelle, à lire le livre et puis à vous intéresser aussi à les situations à l'étranger, surtout en Afrique. Et merci beaucoup, Amadou, d'être venu pour nous raconter cette histoire. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci.